Cette rencontre s'inscrit dans le cadre plus large de la révolution des images qui traverse tout le XIXe siècle autour de quelques préoccupations qui m'intéressent ou me tourmentent depuis longtemps. Très souvent, on présente l'histoire de la peinture, l'histoire de la photographie, l'histoire de la bande dessinée, l'histoire du cinéma, comme si elles étaient absolument distinctes, comme s'il s'agissait de mondes à peu près étanches, qui suivaient chacun leur propre voie, la peinture allant d'Ingres à Delacroix, de Delacroix à Courbet, de Courbet aux impressionnistes, et ainsi de suite. Or, ce qui m'a frappé et fasciné, ce sont tous les passages, toutes les passerelles qui ont pu exister notamment au XIXe siècle, mais aussi au XXe et au XXIe siècle, entre ces champs de l'image. Et ce qui m'a passionné aussi, ce sont quelques figures de passeurs, quelques personnages essentiels qui ont réussi à tisser des fils, tisser des liens entre science, technique, création, entre dessin et photographie notamment. Et parmi tous ces personnages, Nadar est certainement un des plus emblématiques. Et à bien des égards, ce cycle, la révolution des images, pourrait s'appeler le siècle de Nadar. Nadar, pour la plupart des gens, c'est un grand photographe du 19e, c'est un portraitiste, et bien sûr c'est l'aspect essentiel de son œuvre, et je m'y attarderai longuement. Mais Nadar, c'est aussi un personnage insolite, turbulent, une biographie chaotique, des amitiés innombrables et des risques considérables. Nadar a une enfance dont on sait finalement assez peu de choses, sauf qu'il est né d'emblée dans le monde du livre et de l'imprimé, le monde des journaux. Son père était imprimeur à Lyon, et Nadar grandit donc dans un monde où le papier est roi, c'est un monde où la presse se développe, où le livre commence à accueillir l'illustration. Malheureusement, son père, qui sait prendre des risques, qui a du courage, n'a pas vraiment le sens des affaires. Nadar, qui ne s'appelle pas encore Nadar, mais Félix Tournachon, a une enfance donc difficile. Il va perdre son père très jeune et il va très rapidement se retrouver à 16-17 ans obligé de gagner sa vie. Alors il se constitue un carnet d'adresses dès le plus jeune âge, et par exemple un jour qu'il aide sa mère dans les travaux d'imprimerie, il y a un paquet à apporter à Alexandre Dumas qui est encore à ses débuts, et le tout jeune Félix se propose pour aller déposer le paquet chez Alexandre Dumas, qui s'intéresse à lui, qui l'intéresse à lui et qu'il retrouvera sur sa route comme bien d'autres. Il va surtout, dès la vingtaine, dès l'âge de 20 ans, 22 ans, petit journaliste, travaillant à gauche, à droite dans la presse, se lier d'amitié avec plusieurs figures qui seront très importantes. Ici, Henri Murger, qui est un écrivain un petit peu oublié en tant que tel, mais qui est une des grandes figures de la Bohème, qui publiera ce roman appelé à une grande célébrité tout au long du XIXe siècle, Scènes de la vie de Bohème. Les Scènes de la vie de Bohème inspirent surtout l'opéra de Puccini, La Bohème. Mais la Bohème que Nadar, il prend ce pseudonyme dès l'âge de 20 ans, il trouve que Tournachon est un peu banal et il n'a pas tort, ce pseudonyme qu'il prend dès l'âge de 20 ans, ses fréquentations de gens autour de Murger, avec lesquels il fonde la société des buveurs d'eau, qui sans doute buvaient peu d'eau, sauf les jours où la disette était complète. Nadar décrira plus tard cette bohème comme quelque chose de beaucoup plus sinistre et de beaucoup moins romantique que l'image qu'on s'en fera. Simplement, elle va créer des liens indissociables avec un certain nombre de jeunes gens, parmi lesquels un poète qui dit ses vers à gauche et à droite, qui les corrige d'un soir à l'autre, qui boit un peu plus qu'il ne faudrait, et qui s'appelle Charles Baudelaire. C'est un contemporain exact de Nadar et c'est un des amis de toute sa vie. Et ces amitiés vont être évidemment une clé de l'œuvre de Nadar. Il y en a un autre qui s'appelle Gérard de Nerval, qui est lui aussi dans la petite presse, qui est quelquefois illuminé, qui d'autres fois fait le nègre pour Alexandre Dumas. Et toute cette petite bande d'amis, sans se prendre au sérieux, établit des liens très forts, liés au soir de disette et au fait qu'on improvise et peut-être aux jeunes femmes qu'on se partage. Il faut gagner sa vie, et gagner sa vie, cela se fait en plaçant des articles à gauche et à droite, d'abord dans les journaux de Polydore Millot,
puis dans ceux de Charles Philippon, qui est un personnage tout à fait extraordinaire. Philippon, c'est l'homme des poires, l'homme qui a lancé la caricature séquentielle en France en portraiturant Louis-Philippe en 4 dessins. Vous connaissez sans doute cette séquence où on voit le visage du roi qui avait accordé la liberté de la presse se transformer en 4 images en une poire, la poire ayant la ressemblance avec l'image 3, qui elle-même a une ressemblance avec l'image 2, qui elle-même a une ressemblance avec l'image 1, qui est le vrai portrait du roi. La poire devant donc être condamnée, cela vaudra à Philippon un séjour en prison. Mais à l'époque, les séjours en prison n'inquiètent pas beaucoup ces messieurs. Nadar en fera aussi de la prison pour dette. Charles Philippon le gronde parce que Nadar ne rend pas les textes à temps, ne rend pas les premières illustrations qu'il fait à temps, mais en même temps, la vitalité du jeune homme, sa capacité à rebondir sans cesse, sa drôlerie, sa gentillesse, font qu'on lui pardonne toujours tous ses errements et toutes ses aventures, le fait qu'il fasse écrire un texte par un autre, dessiner des dessins par d'autres, puisqu'après tout, il n'a jamais pris une seule leçon de dessin et qu'il produit au gré des besoins. C'est un moment où le livre et la presse ont un besoin énorme d'illustration gravée. Nadar produit les images, il ne les grave pas lui-même. Et on va ainsi représenter les personnages du temps, un patron de presse comme Polydore Millot, mais aussi les écrivains, les musiciens, les artistes. Et Nadar révèle pour le portrait un sens extrêmement vif, extrêmement rapide, qui lui servira toute sa vie, car contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'abandonnera pas la pratique du dessin au moment où il va rencontrer la photographie. L'écriture, le dessin, la photo et bien d'autres choses vont continuer à courir parallèlement. Alors les journaux se développent, la caricature politique qui avait au début de la monarchie de Juillet, profitant de la loi sur la liberté de la presse, la caricature politique avait connu un développement, mais très vite le régime se durcit et donc il faut partir vers d'autres voies, illustrer des romans, créer des physiologies, travailler avec Balzac, avec Nodier, mais surtout produire des séries de binettes, de portraits caricaturaux en une époque où la photographie est encore extrêmement peu répandue, extrêmement rare, irreproductible comme telle, et où donc le dessin et singulièrement la caricature font connaître les visages des personnages en vue, et Nadar y excelle. En 1848, quand la monarchie de Juillet s'écroule pendant les journées révolutionnaires auxquelles il participe, car c'est un socialiste, c'est un révolutionnaire ardent, comme jeune homme, mais il le restera. D'ailleurs, Nadar, qui a une somptueuse chevelure rousse, a l'habitude et gardera l'habitude de s'habiller de rouge. On se rend peu compte de cela dans les autoportraits photographiques qu'il y a et dans les images de lui qui circulent, mais il était considéré vraiment tout au long du siècle comme un homme qui portait sur lui-même ses opinions, qui affichait très clairement ses idées à travers son costume. Et en 1948, il y a des troubles en Pologne et un écrasement du peuple polonais, et Nadar, qui a lu un petit peu trop vite peut-être, ou de manière un peu trop littérale, un texte de Lamartine, décide de partir avec quelques-uns, dont son jeune frère Adrien, sauver la Pologne. Alors ils partent sauver la Pologne, ils ont déjà beaucoup de mal à arriver jusqu'à Strasbourg, et à peine ont-ils mis les pieds en Allemagne que leurs activités d'espions les font repérer, arrêter. Ils vont travailler brièvement dans une mine, ils sont libérés, ils rentrent un peu piteusement à Paris, mais quand même vaguement auréolés de l'idée qu'ils ont joué un rôle grandiose dans ce qui aurait pu être une guerre de libération. Et Nadar sympathise à ce moment-là avec quelqu'un qui est aussi touché que lui par la cause polonaise, c'est Pierre-Jules Hetzel, un éditeur littéraire surtout, éditeur de George Sand, de Hugo, de beaucoup de monde, mais qui, dans cette période troublée d'après la Révolution de 1948, commence à se lancer lui aussi dans la presse caricaturale et bientôt dans le livre pour la jeunesse qui fera sa gloire lorsqu'il rencontrera un certain Jules Verne. Et donc, c'est dans un des journaux d'Hetzel, dans un journal créé sur mesure qui accueille du texte mais aussi de l'image, que va se révéler une autre facette du talent de Nadar comme un précurseur de la bande dessinée.
il crée la première bande dessinée politique française en 1848 ou 49. Elle s'appelle Monsieur Réac. La vie publique et privée de Monsieur Réac, et Monsieur Réac n'est autre que le prince Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Bien sûr, on ne le reconnaît pas tel quel, mais dans son allure, mais les contemporains décodent parfaitement ce personnage de plus en plus considérable. Malheureusement, la progression de la carrière de Louis-Napoléon Bonaparte et sa marche progressive vers la conquête du pouvoir et l'Empire feront s'interrompre rapidement cette première bande dessinée politique française. Alors on est dans quelque chose de moins moderne, de moins audacieux par certains côtés que ce que fait Töpffer, Rodolphe Töpffer, qu'on considère aujourd'hui comme le véritable inventeur de la bande dessinée, qui dessine, lui, son lettrage en même temps que ses dessins, qui n'a pas recours à la technique de la gravure, qui a peut-être plus de fantaisie graphique. Il n'empêche que cette histoire, qui varie constamment de style, est remplie de surprises, de trouvailles graphiques. Et nous constatons notamment à la troisième image de ce bandeau qu'une enquête dans un journal a prouvé que l'affaire était parfaitement claire. Liberté, désinvolture, paresse de Nadar, qui a publié un peu plus tôt un roman, La robe de Déjanire, qu'il tentera par la suite de faire oublier, tout en rappelant vaguement son existence, et qui peut donc passer d'une chose à l'autre assez rapidement, mais dont le trait, malgré tout, s'affermit, et qui devient un dessinateur très prisé. Et donc, dans le journal Pour rire, il crée une sorte de revue de l'année, ici, les 3 premiers mois d'une année, avec toute une série de petites scénettes dont beaucoup sont indécodables pour nous, mais faisaient beaucoup rire les contemporains. C'était un peu l'équivalent des chansonniers, quasi un précurseur des guignols de l'info. C'est une manière d'aller chercher dans l'actualité des petits indices que l'on peut caricaturer. Mais il veut se lancer dans un projet beaucoup plus vaste, qui va lui prendre 2 ans, et qui est une véritable prémonition de ce qui sera son grand œuvre. Il s'agit de faire connaître à l'ensemble de ses contemporains, à travers une lithographie de très grand format, ce qu'il appelle, car la modestie n'est pas son fort, le Panthéon Nadar, et qui représente une sorte de procession avec tous les grands hommes du temps. Alors pas les grands hommes de l'officialité, pas les ministres, pas les proches de Napoléon III, mais les écrivains, les artistes, les musiciens, les acteurs, les patrons de presse. C'est tout cela qu'il faut faire connaître, c'est tout cela dont il faut révéler l'allure et le visage. C'était évidemment pour Nadar l'occasion de se faire une série de cartes de visite absolument extraordinaires, puisqu'il faut les rencontrer le plus possible d'entre eux, réaliser d'abord des croquis individuels, et puis les rassembler dans cette immense composition qui suppose, de la part de Nadar, d'avoir énormément d'assistants. C'est toute une petite entreprise qui arrive à cela. Et Nadar, vous l'entrevoyez peut-être ici, s'est réservé une place au milieu de cette galerie de célébrités, non content d'avoir appelé l'affaire le Panthéon Nadar. Il écrit, je vais essayer de lire, « Au monsieur que je regrette assurément d'avance de ne pas connaître, et qui, le 2e jour de la 3e lune de l'an 3607, courra les ventes comme un chien perdu pour acheter à prix d'or cet exemplaire devenu introuvable et dont il ne pourra se passer pour son grand travail sur les figures historiques du XIXe siècle. » Et comme souvent, l'ironie n'était pas si mal vue. Et finalement, oui, on courrait les ventes aujourd'hui sans même devoir attendre l'an 3607. Alors il y a des caricatures individuelles, ici celle de Balzac, là celle d'Offenbach, et donc c'est une circulation multiple de l'image, et Nadar est persuadé qu'il tient là une idée de génie, qu'il va échapper à ses dettes, à la prison pour dette, à ses difficultés, et que le Panthéon Nadar, chacun voudra en obtenir un exemplaire et que ce sera un immense succès. Comme il vaut mieux devancer le succès, on en imprime un grand nombre d'exemplaires. L'affaire le rend célèbre, mais pauvre à nouveau, car
les gens regardent le Panthéon Nadar, mais fort peu de gens l'achètent, peut-être est-il trop cher. Il n'empêche que, comme opération de relations publiques, c'est tout à fait réussi, c'est tout à fait extraordinaire. Déjà, tous ceux qui ont eu leur portrait dans le Panthéon Nadar ont beaucoup de sympathie. Ceux qui n'en sont pas, ceux qui n'y sont pas, ont la rage au cœur, mais l'observent quand même de près. Et plusieurs de ceux qui y figurent en parlent avantageusement. Par exemple, Théophile Gautier, qui chroniquera toute l'histoire du romantisme, dont il est une des figures importantes, et qui dira « Ces charges, à travers l'exagération nécessaire, sont de véritables portraits intimes, sans emphase, où ressort le trait principal, le tic particulier de la physionomie. Ce n'est pas le caprice de Goya, la fantaisie de Cruikshank, l'humour d'Hogarth, c'est le daguerréotype, avec un objectif qui déforme légèrement les lignes pour les rendre comiques. » Sait-il, Théophile Gautier à ce moment-là, lui qui connaît bien Nadar, sait-il que c'est à ce moment-là, cette année-là précisément, que Nadar, encore de loin, commence à s'intéresser au daguerréotype, ou est-ce simplement en regardant la technique de ces portraits et la manière de saisir en une seule image la personnalité de quelqu'un, est-ce cela qui le fait penser au daguerréotype? Toujours est-il que c'est une époque où la photographie change de nature. Pendant longtemps, le daguerréotype, dont le brevet a été libéralement donné par la France au monde entier, qui s'est popularisé. C'était aussi une rivalité avec les procédés photographiques anglais qui se développaient exactement au même moment. Pendant longtemps, le daguerréotype ne produisait que des images uniques sur plaque métallique. Depuis 1839, c'était cela, la photographie. C'était une grande patience, une technique difficile, une popularisation tout à fait complexe. Brusquement, la technique se simplifie. Le procédé du collodion humide, dont je ne vais pas vous expliquer tous les détails, ce procédé permet d'obtenir des images sur papier et d'obtenir plusieurs copies. Les temps de pause, qui étaient terriblement longs au début des années 1840, commencent à se raccourcir, et voici qu'arrive ce que Nadar caricature ici comme une pluie de photographes. Les photographes surgissent de partout, et surtout beaucoup de dessinateurs, de peintres, de graveurs, dont le succès est moyen, voient dans cette nouvelle technique l'occasion d'avoir un métier. Évidemment, ils ont plutôt mauvaise réputation. Celui qui s'est précipité sur une nouvelle technologie est considéré comme n'étant pas capable de réussir dans le grand art. Lorsque Nadar réalisera ce qui est peut-être son premier autoportrait photographique, il semblera répondre directement à Théophile Gautier en réalisant une caricature photographique. On retrouvera beaucoup plus tard, au XXe siècle, surtout des déformations, des jeux de cet ordre, mais pour Nadar, il ne s'agit que quelque chose d'éphémère, une manière de se mettre en scène. L'autoportrait n'est pas si répandu, une manière de rappeler sa grande taille, sa fantaisie, sa souplesse, enfin, de faire ce Nadar dont on parle partout, même s'il n'a encore rien fait d'essentiel. Et d'ailleurs, la photographie, pour l'instant, il la destine plutôt à son frère Adrien, qui a tâté de différents métiers, mais qui pour l'instant n'a pas réussi à gagner sa vie. On le voit ici sur cette image. On cherche un emploi pour Adrien, et puisque tous les dessinateurs et les peintres moyens se réfugient dans la photographie, pourquoi ne pas faire donner chez un des meilleurs professeurs du temps, chez un des plus grands photographes du temps, Gustave Le Gray, pourquoi ne pas faire donner quelques leçons à Adrien? Et donc, il apprend les rudiments de la technique. Nadar lui loue un petit studio, boulevard des Capucines, on achète du matériel, et Félix, Nadar, observe son frère, s'intéresse, s'initie lui-même un petit peu en autodidacte à la technique, tout en considérant qu'elle est surtout bonne pour son frère. Celui-ci se met au service d'un étrange personnage, le professeur Duchesne de Boulogne, qui mène toutes sortes d'expériences électriques, c'est pas l'expérience de Milgram, mais on n'en est pas loin, sur la physionomie. Il ramasse quelques malades ou quelques malheureux, leur donne peut-être quelques sous, peut-être sont des gens, des modèles obligés, et il se livre sur eux à toutes sortes d'expériences qui devraient révéler les traits de la physionomie humaine,
grande obsession du début du XIXe siècle, grande obsession chez Balzac, grande obsession dans les théories de Lavater. On cherche à comprendre à travers les variations des traits du visage, la personnalité, l'intelligence, ce qui pourrait prédisposer à la folie ou au crime, etc. Et donc, Adrien fixe, au moyen de la photographie, dont les temps de pause se sont considérablement raccourcis, c'est la clé même de cette expérience, fixe ces expériences. Il est tout à fait étrange et par certains côtés fascinant, et à certains égards honnête, de voir que l'expérimentateur et l'objet de l'expérimentation se trouvent réunis dans plusieurs de ces images. Quelques-unes, toutefois, font un peu peur. Mais voilà, c'est une publication à caractère scientifique qui suscite un intérêt énorme dans cet ouvrage de Duchesne de Boulogne, Les mécanismes de la physionomie humaine, analyse électrophysiologique de l'expression des passions. Chercher chez un seul sujet, Courbet plus ou moins volontaire, la possibilité de comprendre les variations des traits, de comprendre le lien entre des stimulations extérieures et des expressions qu'il serait difficile de produire autrement. Difficile, ce n'est pas si sûr, car Adrien, sans doute sur les conseils de Félix, se lance dans une nouvelle expérience qui, elle, va être artistiquement beaucoup plus convaincante. Il s'agit de travailler avec le mime de bureau, l'un des mimes les plus célèbres du temps, peut-être le plus célèbre du temps, qui est là dans les théâtres des grands boulevards, un petit peu dans cet univers que Prévert et Carnet font vivre dans Les Enfants du Paradis. Et le mime de bureau se prête lui-même, sans aucun apport technique, sans aucun apport physiologique, à inventer des poses, des attitudes, à fixer déjà cet éphémère qu'on avait tant de mal à atteindre. Et pour faire votre figure, on ajoute l'appareil photographique, la mise en abîme qui arrive très tôt dans la série. Cette série est primée à l'exposition et Adrien s'en attribue seul la responsabilité. Félix, non seulement a l'impression d'avoir initié son jeune frère, pour lequel il n'a pas beaucoup d'estime, à l'art de la photographie, mais en plus, il a le sentiment d'être pleinement le co-auteur de cette série. Il est difficile de démêler le vrai du faux aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que lui, qui jusque-là considérait la photo d'un peu loin, après cette série, après ce prix obtenu, a un tout autre sentiment. Alors, une forme de confusion s'installe dans les esprits. Le nom de Tournachon n'est connu de personne, et donc il prend à Nadar le pseudonyme que celui-ci s'est forgé et devient Nadar Jeune. Tournachon, Nadar Jeune et compagnie. La compagnie, c'est peut-être Félix. Et puis surtout, alors que Félix Nadar est un opposant intransigeant au Second Empire, Adrien se déclare photographe de Sa Majesté l'impératrice, de la princesse, etc. Il devient un photographe de cour, un photographe officiel, et là, c'en est trop. La brouille est consommée entre les deux frères. L'usage, on pourrait dire le rapt du pseudonyme, le rapt du travail photographique, mais surtout l'asservissement à un pouvoir détesté, conduisent Félix à intenter un procès à son frère pour récupérer à son seul profit le pseudonyme Nadar, et pour se consacrer pleinement à la photographie, qu'il a commencé à pratiquer avec quelques amis pour son seul plaisir. C'est un document tout à fait extraordinaire. L'histoire judiciaire est souvent plus éclairante que des manifestes esthétiques ou des textes à prétention. Ici, dans ce mémoire, ces arrêtés des tribunaux, ces lettres échangées autour du procès de Félix Tournachon dit Nadar contre Adrien Tournachon Jeune et compagnie, on voit bien ici que le Nadar est refusé. Nadar expose pour la première fois
son esthétique photographique, son idée. Alors tout part de cette idée simple d'une revendication d'identité. Qui est Nadar? Qui est le seul, le vrai Nadar? Dans ce singulier procès, dans la question de mon identité fait le fond, je me trouve d'abord avoir approuvé que c'est moi qui suis moi. Car peut-être, en ce début des années 1850, donc avec un Nadar d'un peu plus de 30 ans, peut-être le nom Nadar est-il le seul véritable trésor, la seule véritable richesse de cet artiste, qui n'a encore rien produit d'inoubliable, mais qui est connu de tout un chacun. Karja, autre dessinateur, photographe lui aussi, notamment lui qui fera un très très beau portrait de Rimbaud un certain nombre d'années plus tard, Karja vole au secours, le seul Nadar, le vrai Nadar, rue Saint-Lazare 113. Il s'agit là non pas simplement d'un hommage à un ami, mais d'une pièce dans un combat. Et donc, arriver à la photographie pour Nadar, s'y intéresser pleinement, dépasser le stade de l'amateur, c'est d'abord une lutte. Et cette lutte l'amène à réfléchir sérieusement sur la photographie, qu'après tout d'autres ont déjà, Le Gray et quelques autres, ont remarquablement pratiqué dans les années 1840, mais brusquement, pour Nadar, qui a toujours été si désinvolte dans l'écriture, si désinvolte dans la caricature, la photographie devient une affaire sérieuse. Et donc il envoie une profession de foi qui paraît dans la tribune judiciaire, ce sont des textes qu'on a retrouvés beaucoup plus tard, et qui par certains côtés en disent plus que les longues divagations de Nadar dans son ouvrage tardif « Quand j'étais photographe », où il raconte davantage sa légende que la réalité. Je vous lis cette citation un peu longue. « La photographie est une découverte merveilleuse, une science qui occupe les intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les esprits les plus sagaces et dont l'application est à la portée du dernier des imbéciles. Cet art prodigieux qui de rien fait quelque chose, cette invention miraculeuse après laquelle on peut tout croire, ce problème impossible dont les savants qui le résolvent depuis quelques 20 années en sont encore à chercher le mot, cette photographie qui, avec l'électricité appliquée et le chloroforme, fait de notre 19e siècle le plus grand de tous les siècles, cette surnaturelle photographie est exercée chaque jour dans chaque maison par le premier venu et le dernier aussi, car elle a ouvert un rendez-vous général à tous les fruits secs de toutes les carrières. Nadar a rarement aussi bien écrit que dans ces moments-là. Et la caricature aussi, il peut la mettre au service de sa nouvelle pratique, n'oubliant pas de rappeler l'adresse de son grand atelier en lumière du jour, là où il réalise ses portraits, 113 rue Saint-Lazare, une adresse qui deviendra si célèbre que bientôt, pour les cochers de Paris, on rebaptisera la rue Saint-Nadar. Dans cette image, dont vous ne pouvez pas lire la légende, on voit une dame élégante venir dire à l'employé de l'accueil du studio photographique « Monsieur, c'est pour le portrait de mon mari, qui est mort il y a 2 ans à Buenos Aires. Je voulais le faire peindre de mémoire, mais on m'a dit que la photographie faisait bien plus ressemblant que la peinture. » En une simple caricature, en une image plaisante, soigneusement dessinée, Nadar pose mine de rien l'une des bases de son esthétique, l'une des questions qui va l'obséder, la différence entre ce qui serait simplement l'identité, la photographie d'identité qui se développe tout au long du XIXe siècle, et la vraie photographie, l'art photographique, fondé, lui, sur la ressemblance. Alors bien sûr, il y a cette ironie, bien sûr, il y a une manière de tirer parti d'anecdotes peut-être vraies, quelque peu gonflées, rendues plus amusantes, mais il y a derrière cela une idée extrêmement profonde, et nous voyons, dès que Nadar s'intéresse sérieusement à la photographie, une gravité, une proximité avec les modèles qui apparaît dans son art comme quelque chose d'absolument neuf. Bien sûr, Nadar a mûri un peu, il n'est plus dans la bohème, il s'est marié avec une femme qui lui a apporté une dot importante, qui a sans doute permis d'installer le studio, mais il n'a pas perdu les liens avec ses vieux amis, comme ici Charles Philippon, désormais vieilli. Et dans ce portrait, on a toute l'histoire d'une relation. Ce père de substitution, les moments d'égarement, la drôlerie de Philippon, mais aussi toute cette carrière accumulée, ses difficultés, et peut-être les journaux qui ont dû fermer, et la caricature qui a un peu moins de succès qu'autrefois.
Nadar, portrait après portrait, avec des amis qui deviendront très connus ou d'autres moins connus, pratique un art tout à fait extraordinaire qui repose notamment sur la parole. L'idée de Nadar, pour faire supporter au modèle des poses qui restent un peu longues, car la lumière est réduite, pour faire oublier une raideur, un souci de se composer une image de soi qui pourrait finalement ne donner qu'une caricature, au pire sens du terme, Nadar entretient la conversation longtemps. Un portrait, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, un peu plus s'il le faut, jusqu'au moment où le personnage a tombé le masque, a oublié la lourdeur du dispositif, a l'impression de pouvoir communiquer avec ce Nadar caché sous la pièce de tissu derrière laquelle il doit se réfugier. Donc il faut, face à quelqu'un qu'on ne voit plus, maintenir le contact, et le contact se maintient par la parole. Et on voit dans ces portraits se fixer des corps, des têtes, des gueules, comme ici celle du critique Jules Janin, des personnages qui quelquefois existent pour nous presque définitivement à travers ce portrait-là. Comme s'il y avait, bien au-delà de l'anecdote des images du temps, bien au-delà de la manière de se rendre intéressant que beaucoup voulaient employer, surtout dans la bourgeoisie, on mettait ses plus beaux habits, on prenait la pose la plus avantageuse, comme s'il s'agissait dans la simplicité du portrait nadarien, quelque chose qu'il n'avait jamais eu par le dessin, comme s'il s'agissait à ce moment-là d'atteindre l'image unique que quelqu'un pourra léguer de lui-même. Et pour plusieurs de ceux dont Nadar a fait le portrait, comme Gérard de Nerval, il s'agit bien de la seule séance de pose. Alors, bien sûr, on pense à la tradition du portrait pictural, et particulièrement du portrait à la hollandaise, et ceux de Van Dyck, bien sûr ceux de Rembrandt, et plus encore que ceux de Rembrandt, les autoportraits de Rembrandt, cette série extraordinaire faite tout au fond de sa vie. Quand on voit les tirages sépia, le premier tirage sépia des photos de Nadar, le lien avec les images de Rembrandt est plus fort encore, mais c'est surtout cette dissolution du fond, cette disparition de l'accessoire, cette concentration sur le regard, ce goût du portrait de 3/4. Car là où l'identité vise à saisir la face ou le profil, chez Nadar, on est presque toujours de 3/4, comme si le 3/4 donnait une autre vérité du visage. Et puis il y a dans ces portraits l'héritage d'un des débats du temps, notamment d'un critique d'art qui s'appelle Francis Veil, et qui parle de la théorie des sacrifices. Pas le sacrifice au sens religieux, pas le sacrifice à un animal, mais simplement le sacrifice qui consiste à éliminer tout ce qui serait accessoire dans l'image, en l'éliminant soit par le traitement du fond, soit par le jeu de la lumière. Et Nadar, travaillant encore à cette époque en lumière naturelle, sait la maîtriser, sait la dompter, pour faire disparaître dans un visage, dans un corps et surtout dans un arrière-plan, tout ce qui n'importe pas profondément. Comment ne penserait-on pas à Rembrandt et aux autoportraits de Rembrandt en regardant les très nombreux autoportraits de Nadar, et cette gravité qui, même chez lui, toujours si rieur, toujours prêt à plaisanter, s'installe avec la photographie. Alors, il la théorise de plus en plus, il s'y attache, il cherche à attirer dans son atelier tous ceux qui l'aiment. Et il écrit « La théorie photographique s'apprend en 1 heure, les premières notions de pratique en 1 journée. Ce qui ne s'apprend pas, c'est le sentiment de la lumière. C'est l'application artistique des effets produits par les jours divers et combinés. C'est l'application de tel ou tel de ces effets selon la nature des physionomies qu'artistes vous avez à reproduire. » Qui parle d'artiste à cette époque pour la photographie ? Qui reconnaît le mot artiste pour ce qui n'est encore qu'une nouvelle technique, qu'une démocratisation de l'image ? Je reprends la citation. Ce qui s'apprend beaucoup moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet. C'est ce tact rapide qui vous met en communication avec le modèle et vous permet de donner, non pas banalement et au hasard, une indifférente reproduction plastique à la portée du dernier savant de laboratoire, mais la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime,
C'est le côté psychologique de la photographie. Le mot ne me semble pas trop ambitieux. C'est une fois encore extrait de la profession de foi de Nadar, de ses textes pour les tribunaux, où il définit son travail contre celui de son frère, mais où il produit un véritable traité du portrait photographique. Alors il a la chance d'avoir autour de lui d'innombrables amis dont le talent s'épanouit et dont beaucoup passeront jusqu'à nous et continuent de nous intéresser. Donc c'est aussi une galerie des vraies célébrités du temps, à côté de tous les officiels. Pas de peintres pompiers dans les portraits de Nadar, pas d'écrivains officiels, mais Gustave Doré, qui a débuté en même temps que lui, dans les mêmes journaux, qui lui aussi a pratiqué un peu de bande dessinée et beaucoup de caricatures, avant de devenir le grand illustrateur que l'on sait. Théophile Gautier, qui s'était intéressé à son travail dans ses débuts, et dont on sent qu'il s'est paré, mais dont on sent aussi que sans doute il se paraît toujours, et que c'est le vrai Théophile Gautier que nous voyons là dans son manteau d'Astrakhan. Alexandre Dumas, qu'il connaît depuis sa prime jeunesse, qui est le Dumas à ce moment-là des grands feuilletons, le Dumas qui a commencé à prendre du volume et qui existe là pleinement et en toute confiance devant l'objectif de Nadar. C'est le tout jeune Alphonse Daudet qui restera l'un de ses amis jusqu'au bout et qui gardera en vieillissant cette allure quelque peu juvénile et fragile. Et puis c'est surtout Baudelaire, dont Nadar va produire plusieurs des plus beaux portraits, dont celui-là légèrement tremblé, légèrement bougé, et peut-être d'autant plus précieux pour cela, et on verra que ce tremblé, ce bouger, ce flou, sont peut-être ce qui a touché Baudelaire, peut-être même ce qu'il a voulu lui-même obtenir. Et Baudelaire est un ami, ce n'est pas encore le poète célébré, c'est un ami fragile, dont Nadar restera proche jusqu'au bout et qu'il veillera pendant ses derniers jours en Belgique. Donc la relation qui s'établit dans ces portraits n'est pas la relation du modèle qui vient poser dans un studio, comme ça se passe au même moment chez Disdéry, où l'on défile à un rythme rapide, on prend rendez-vous, hop, la photo est dans la boîte, on vient la chercher, et toutes sont construites sur le même modèle avec les mêmes accessoires interchangeables. Ce qu'on cherche à chaque fois dans ces images, c'est à saisir une singularité minimale, puisqu'on sent bien que les fonds ne varient pas énormément, mais que la manière de prendre la lumière, la manière généralement de détacher le visage dans sa clarté sur un fond et un costume très sombre. Le costume masculin au XIXe siècle a perdu les brillances et les coloris des XVIIe et XVIIIe siècles. Le noir s'impose, on le sent dans la peinture de Manet par exemple, mais cette obscurité même du costume, ce côté très souvent terne, est une chance pour le portrait à la Nadar. Alors Baudelaire, on le sait, critiquera assez violemment la photographie dans le salon de 1859. C'est la première fois que la photographie est admise au salon, à côté des peintures, et Baudelaire dira que la photographie est tout juste bonne à être l'humble servante des autres arts, et que pour le reste, il s'agit d'une industrie déplorable, d'un nouveau signe d'avilissement de la foule. Oui, il y a chez Baudelaire, critique d'art, quelques côtés finkielkrautiens, mais heureusement, il y a bien d'autres choses. Et Baudelaire, pourtant, a un rapport ambigu avec la photographie, puisqu'il pose souvent, il aime poser, et il écrit à sa mère cette lettre très belle et peut-être plus forte et plus importante que ses théories officielles sur la photo. « Je voudrais bien avoir ton portrait. C'est une idée qui s'est emparée de moi. Il y a un excellent photographe au Havre, mais je crains bien que cela ne soit pas possible maintenant. Il faudrait que je fusse présent. Tu ne t'y connais pas et tous les photographes ont des manies ridicules. Ils prennent pour une bonne image, une image où toutes les verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes les trivialités du visage sont rendus très visibles, très exagérés. Plus l'image est dure, plus ils sont contents. Il n'y a guère qu'à Paris qu'on sache faire ce que je désire, c'est-à-dire un portrait exact, mais ayant le flou d'un dessin. Enfin, nous n'y penserons plus, n'est-ce pas ? Et donc on sent bien là que derrière la condamnation
officielle de la photographie, à côté de l'amitié avec Nadar, qu'il préférait peut-être comme personne que comme artiste. Il a senti chez lui, dans sa pratique, dans ce qui s'est passé au moment où lui-même posait, quelque chose d'important. Si les hommes sont assez largement dominants dans la galerie de portraits de Nadar, comme dans la société littéraire et artistique de cette moitié du XIXe siècle, il y a néanmoins un certain nombre de portraits de femmes, et beaucoup sont particulièrement beaux, particulièrement forts. Ici, George Sand, qui fut pour Nadar une amie de très longue date, qui elle aussi le conseillait, qui parfois le préfaçait, parfois le grondait, essayait de le ramener à la raison, c'est-à-dire à une pratique régulière du portrait, non seulement pour les amis, mais aussi pour les clients, chose qui intéressait moins Nadar. Admirable portrait, nuque de femme, un sujet dont la peinture s'est emparée, mais que la photographie traitait encore très peu. Musette, qui est un des personnages vraiment genre du monde de la bohème d'époque, modèle pour artiste, maîtresse de l'un ou de l'autre dans ce portrait indolent, étrange, fragile. Les nus sont rares chez Nadar, mais les quelques-uns qui existent sont extrêmement beaux. Vous remarquez aussi la signature de la plupart des portraits, en tout cas les premiers tirages, ce sont les tirages qui sont signés et qui marquent quand même très fortement, par-delà la marque, puisqu'il rappelle de sa main l'adresse, avec la signature très reconnaissable, ce grand N, qui est comme un écho ironique à celui de Napoléon, enfin des Napoléons. On sent très bien qu'il y a chez Nadar l'idée qu'une œuvre est en train de se bâtir. En tout cas, pendant plusieurs années, la photographie est vraiment quelque chose qui lui importe. Des modèles célèbres ou moins célèbres, parfois humbles, mais qui sont des traces chaque fois extrêmement fortes et vraies et toutes empreintes de gravité de ces figures qui sont venues dans son atelier. Et puis parmi ces portraits de femmes, il y a les premiers portraits de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, toute jeune, qui vient poser avec un costume qui sans doute paraît trop emphatique, trop lourd, ou inutile, ou rhétorique à Nadar. Que faire pour remettre en valeur cette beauté, cette jeunesse, ce regard? Eh bien, Nadar s'empare d'un des rideaux de scène, d'un des fonds du décor qui traînait là, et s'est vêtu de ce seul tissu qu'il réalise, de plusieurs de ces tissus qu'il réalise, ces sublimes portraits de Sarah Bernhardt. Ça me fait penser à l'invention qu'aura un siècle plus tard Orson Welles, tournant Othello et n'ayant pas reçu les costumes qu'il lui fallait et tournant une des plus belles scènes du film dans un bain turc avec les personnages en séraphiette comme des empereurs romains se glissant les uns par rapport aux autres. C'est la même invention, c'est la même idée de simplifier, d'épurer encore, d'ôter l'inutile, ôter ce qui peut-être dans la robe attirerait trop l'attention, deviendrait le sujet, aller sur la personne même, sa beauté et l'intensité de sa présence. Alors, Nadar devient une telle célébrité que bientôt le studio de la rue Saint-Lazare ne suffit plus. Il a un autre studio plus grand, boulevard des Capucines, un quartier qu'il connaît bien, et en très grandes lettres sur la façade s'étale son nom Nadar qui le soir s'illumine de rouge. C'est un des premiers éclairages publics, et chose extraordinaire, et qui montre ces croisements entre les disciplines qui m'intéressent dans ce cycle de rencontres. Eh bien, cette enseigne lumineuse Nadar, c'est un certain Auguste Lumière qui la réalise, un homme qui s'occupe aussi de photographie et qui aura bientôt 2 jeunes fils, Louis et Auguste, qu'on retrouvera sur notre route comme inventeur du cinématographe. Les choses se croisent. Il faut dire aussi que Nadar connaît tout le monde et sait profiter de tous les talents.
Il a un fils qui restera son unique enfant, Paul, et on voit son épouse au visage assez sévère. Elle désapprouve souvent les initiatives un peu chaotiques de son Félix de Marie. Peut-être aussi désapprouve-t-elle des infidélités un peu trop nombreuses et un peu trop visibles. On jase, elle tient la boutique. Ce n'est pas toujours facile d'être la femme de Félix Nadar. Il lui s'essaie au portrait sous toutes les formes, mais s'essaie aussi à trouver de nouvelles idées, car très vite il se lasse. Nadar ne veut pas pratiquer industriellement le portrait. Il faut que chaque portrait reste une aventure, une expérience, une rencontre. Et puis, monsieur et madame, tout le monde, les visages quelconques, les vaniteux, tout cela ne l'intéresse pas. Alors, il met au point ici la technique du portrait tournant. Mais surtout, il veut se lancer dans de nouvelles aventures. Et comme l'éclairage artificiel est en train de se développer, il décide de photographier ce qui était inphotographiable, ce sont les catacombes de Paris. Il va y passer des semaines, les premiers temps, il n'y a absolument rien sur les images, il n'y arrive pas. Et peu à peu, il va réussir à photographier non plus les vivants, mais un peu plus que les morts, ces lieux lugubres qu'il révèle aux contemporains et dans lesquels il introduit un mannequin. Le temps de pose est trop long pour pouvoir encore avoir un modèle, avoir un individu, mais évidemment la présence de ces mannequins improbables dans les images donne à ces photographies une force, une présence tout à fait particulière. Et Nadar, qui sait être patient, clôt la série par un nouvel autoportrait. On le voit ici, entouré de tout le matériel qui lui a servi pour les prises de vue, le développement des images. On mesure la difficulté de ces tâches, mais à peine a-t-il réussi quelque chose, et la série impressionne, à peine a-t-il réussi quelque chose qu'il veut se lancer dans des expériences nouvelles. Il y aura les égouts de Paris qu'il va photographier aussi, mais il y aura surtout la photographie aérienne. La photographie aérienne qui est doublement impossible parce que la locomotion aérienne est encore peu maîtrisée, et impossible parce que là aussi la stabilité de l'appareil, la lourdeur des équipements est extrêmement difficile. Alors on l'admire et on se moque de lui à la fois, comme dans cette caricature de Cham, l'un de ceux qu'il a côtoyé souvent, un des dessinateurs de Philippon, qui dira « Vous cherchez Monsieur Nadar ? C'est plus là-haut, c'est en bas. » On ne sait pas. Parfois c'est dans le ciel, parfois c'est dans les catacombes ou les égouts. En tout cas, Nadar est toujours ailleurs que là où on le cherche. Cette photographie aérostatique datée de 1858 et probablement de 1868. Les premiers essais étaient de 1858, mais ils n'ont pas très bien marché. Donc Nadar a probablement antidaté ces vues du quartier de l'Étoile, réalisées depuis un ballon fixé, et qui sont là aussi des révélations pour les contemporains. Quand nous voyons ces images des catacombes ou ces premières vues aériennes, nous avons peut-être parfois du mal à nous représenter l'étonnement qu'elles produisaient sur celui qui les fabriquait et sur ceux qui les voyaient. Ici, il a été particulièrement difficile d'obtenir un résultat, car les gaz brûlés qui s'échappaient du ballon avaient voilé l'ensemble des plaques. Et Nadar a mis assez longtemps à comprendre la manière de procéder pour comprendre quel était le problème et quelle était la manière de le résoudre. Donc, émerveillement, mais en même temps, un atelier qui le délaisse, tandis que Daumier le célèbre comme celui qui a élevé la photographie à la hauteur de l'art. C'est un bel hommage, mais c'est aussi une grande amitié entre Daumier et Nadar. Ernestine Nadar s'inquiète, elle, de voir l'atelier péricliter, car les gens veulent voir Nadar, veulent voir le personnage qu'il est, et non pas être simplement photographié par ses assistants.
Mais une nouvelle passion s'est emparée de lui. Et là, c'est un épisode très étrange, un épisode moins connu. C'est que Nadar, le caricaturiste, Nadar, l'ami de la plupart des gens qui comptent au XIXe siècle, Nadar, le grand portraitiste et l'expérimentateur photographique, est un des pionniers de l'aviation. Et c'est une aventure tout à fait insolite et qui l'a passionné. Il a mobilisé plusieurs de ses amis au moment où il crée la revue L'Aéronaute. C'est Gustave Doré qui en dessine le frontispice. Nadar édite ce journal, annonce des tirages sensationnels de 100 000 exemplaires, adresse la revue à la presse universelle, permet qu'on reproduise librement tous les articles, car il s'est enthousiasmé pour une cause nouvelle, celle du vol, celle du plus lourd que l'air, celle du vol dirigé. Depuis sa jeunesse, il a assisté à de nombreuses expériences d'envol de ballons, ça l'a toujours fasciné, mais il a le sentiment que le ballon est une impasse. Alors, comme il aime la publicité pour faire connaître ses théories, il publie ce petit livre, Le droit au vol, dont la première page est consacrée à s'excuser auprès de messieurs les voleurs qui se seraient laissés tromper, abusés par le titre de l'ouvrage. Mais dans ce petit pamphlet, peu confus, il y a énormément d'idées fortes. Et ces idées fortes, qu'il n'est pas le seul à avoir, mais qu'il popularise, il y a autour de lui des bricoleurs, Ponton d'Amécourt, Gustave de la Landelle, qui croient eux aussi à l'hélice, qui croient à un nouveau mode de propulsion aérienne, malgré les moqueries des uns et des autres. Nadar théorise assez fortement et assez judicieusement le problème qu'aucun scientifique de l'époque ne considère. Pour lutter contre l'air, il faut être spécifiquement plus lourd que l'air, de même que spécifiquement l'oiseau est plus lourd que l'air dans lequel il se meut. Ainsi, l'homme doit exiger de l'air son point d'appui. Pour commander à l'air, au lieu de lui servir de jouet, il faut s'appuyer sur l'air et non plus servir d'appui à l'air. En locomotion aérienne, comme ailleurs, on ne s'appuie que sur ce qui résiste. C'est l'hélice, la sainte hélice, comme disait un jour un mathématicien illustre, qui va nous emporter dans l'air. C'est l'hélice qui entre dans l'air comme la vrille entre dans le bois, emportant avec elle l'une son moteur, l'autre son manche. Nadar fait trop parler de lui. Nadar est trop présent. Et les caricaturistes se moquent de leur ancien collègue et Nadar, plus sensible qu'on ne voudrait le croire, s'il n'attaque jamais aucun de ces caricaturistes, n'apprécie pas forcément d'être la cible des moqueries, plus lourd que l'air, oui. Ici, il est cuirassé, Nadar, qui s'élance dans le ciel. Et un des vulgarisateurs scientifiques les plus connus du temps, Louis Figuier, dont il a fait le portrait, Louis Figuier, qui se donne tous les airs du positiviste, de l'homme sérieux, de l'homme qui maîtrise ses dossiers, dans les merveilles de la science qu'il publie en revue, puis en livre, va déchaîner son ironie contre le pauvre Nadar. Et le texte est une merveille. Sans doute, l'oiseau en repos est plus lourd que l'air. Mais qui a pesé l'hirondelle au moment où elle plane dans les cieux ? Les poumons des oiseaux se prolongent dans la plus grande partie de l'abdomen. Tout leur corps renferme une infinité de petites cavités, de poches membraneuses à valvules. Toutes ces cavités se dilatent et se remplissent d'air chaud pendant le vol. En outre, leurs plumes fonctionnent comme de petites montgolfières. Si bien que le poids spécifique de l'oiseau change considérablement par cette insufflation d'air chaud et léger à travers leur corps tout entier. Il est donc permis d'avancer, en dépit de l'affirmation contraire de la nouvelle école, et conformément à l'opinion des physiciens et des physiologistes du siècle dernier, que l'oiseau en mouvement est presque aussi léger que l'air. Cette idée qu'on soit presque aussi léger est merveilleuse, parce que ou on est plus lourd ou on est plus léger, mais le presque ne nous dit rien et ne répond à aucun des arguments. Mais enfin, c'est la voie de la science, c'est la voie de la raison, et on renvoie Nadar à ses dessins, à ses divertissements, à la gestion de son studio photographique. On le renvoie à l'idée qu'il ferait mieux de s'occuper de ses affaires.
plutôt que d'entrer dans un domaine qu'il ne connaît pas. Mais Nadar n'est jamais meilleur, en tout cas jamais meilleur écrivain, que quand il se déchaîne dans la polémique, et Louis Figuier ne lui fait pas peur. Donc il va écrire ce manifeste. Ô savants, pharisiens et princes des prêtres, doctrinaires de la science, académie, comité scientifique, corps savant reconnu, je vous reconnais seulement comme éliminé de tout ce qui est hors de vous, de tout ce qui se cherche et surtout de tout ce qui se trouve sans vous. C'est vous qui décrétiez avant-hier que les roues des chemins de fer patineraient toujours sans avancer jamais, de par le poli des surfaces qui rendent l'adhésion impossible. Et c'est vous qui ajoutiez qu'en supposant l'attraction possible, sa vitesse étoufferait infailliblement les voyageurs. Il y a évidemment pour nous une jubilation qui connaissons la chute de l'histoire de voir Nadar, l'artiste, le fantaisiste, avoir raison contre ceux qui avaient le triomphe facile à l'époque. Mais il y a des alliés de poids, et parmi les alliés de Nadar, il y a Jules Verne, devenu, grâce à Pierre-Jules Hetzel, un écrivain célèbre. Et Jules Verne ne se contente pas de poser pour Nadar, il épouse son combat pour le plus lourd que l'air. Mieux que cela, en même temps que Babinet, un des savants du temps, mieux que cela, il se fait l'un des champions de la cause défendue par Nadar. Et il ajoute sa voix, célèbre et reconnue, de grand vulgarisateur scientifique, à celle de Nadar. Nadar, lui, photographie, comme des objets étranges, presque comme des images surréalistes, les premiers petits modèles d'hélicoptères que ses amis construisent. On est tout près du jouet, c'est avec des petits élastiques que l'on tourne et qui permettent à l'objet de s'élever légèrement. Pour le photographier, il faut bien sûr tendre des fils, mais ces images ont quelque chose d'émouvant. Ce ne sont pas les dessins de Léonard de Vinci, ce ne sont pas les vraies machines volantes que nous connaîtrons, ce sont ces esquisses touchantes, ces brouillons, ces premières approches de gens qui avaient déjà l'intuition majeure, mais auxquels il manquait un élément clé, la force de propulsion, le moteur au sens moderne du terme, qui seul permettrait à l'hélice de donner toute son énergie. Alors Nadar, qui n'est jamais à une contradiction près, veut lever des fonds pour développer les recherches sur le plus lourd que l'air. Il pourrait en demander à l'empereur, qui a marqué de l'intérêt pour le projet, mais surtout il ne veut pas en accepter. Victor Hugo lui suggère de lancer une souscription universelle, c'est une idée très hugolienne, mais Nadar doute, il voudrait rassembler lui-même les fonds avec peu de gens, le petit groupe de passionnés. Alors il a une idée presque insensée, construire le plus grand ballon jamais construit, le géant, un ballon qui permettrait de recueillir des fonds par les voyages extraordinaires qu'il accomplirait, on n'est pas loin de Jules Verne et des 5 semaines en ballon, un ballon qui permettrait d'en finir avec les ballons et d'ouvrir la voie au plus lourd que l'air. Il crée donc l'emprunt du géant, espérant, comme à l'époque du Panthéon Nadar, que l'argent va affluer. Il réalise, avec sa femme, on ne sait quel enthousiasme elle avait pour l'entreprise, dans l'atelier des photos en nacelle. Voilà, ils sont là, il suffira de rogner quelque peu les images, on s'y croirait. Des cartes postales bordées de rouge qu'on va vendre un peu partout. Regardez la manière dont déjà les yeux de Nadar se penchent vers le sol, un sol ici parfaitement imaginaire. Qui aurait pris la photo autrement? De quel point de vue? Quel autre ballon aurait pu photographier le géant à ce moment-là? Il n'empêche que le géant est construit et que le voyage va bientôt quitter les chapeaux haute forme et le confort de l'atelier pour affronter le réel. Il y a plusieurs envols à Paris, à Bruxelles et dans d'autres villes. Le ballon est véritablement impressionnant. Lors de son envol à Bruxelles en 1865, la foule arrive de manière si nombreuse qu'on doit disposer des barrières tout autour pour la retenir, et ces barrières en Belgique et je crois dans d'autres lieux porteront le nom de barrière Nadar, et ce nom restera ce qui désolera Nadar à la fin de sa vie. Lui qui ne voulait couvrir les choses se désolait d'avoir donné son nom
quelque chose qui les fermait. Le ballon, le géant ici à Amsterdam. Et là aussi, on se moque de lui allègrement. On rit de ce Nadar, de ses emportements, de son sens de la publicité, de ses vestes rouges. Simplement, il va se passer quelque chose de terrible qui fait tourner cette histoire presque à la tragédie. Nadar et sa femme ont embarqué dans la nacelle du géant, près de Hanovre. La météo est mauvaise. Les techniciens qui ont préparé le ballon l'ont mal préparé. Le ballon est pris dans la tempête, traîné pendant des kilomètres. Nadar et sa femme sont gravement blessés, soignés grâce à l'intervention de la princesse de Hanovre. Et la légende de Nadar se développe encore, cette légende que la presse développe, cette fois avec plus de compassion, et qu'il développera de manière plus emphatique dans un de ses livres célèbres, Les Mémoires du géant, qui est presque un récit d'aventure à la Jules Verne. Et voilà les restes de la nacelle photographiée par Nadar quelques semaines après l'accident. Alors ce qui devait amener de l'argent, ce qui devait permettre d'ouvrir les recherches pour le plus lourd que l'air, est la cause maintenant de la ruine ou de la demi-ruine de Nadar. Il faut remettre d'aplomb le géant puisque plusieurs autres voyages sont prévus, mais ce sont des frais et surtout le public se détourne un petit peu du but premier de la chose. La cause du plus lourd que l'air ne progresse pas. Et il ne reste donc à Nadar, pour échapper aux moqueries et à une ironie cruelle, qu'à écrire ses mémoires. Mais Victor Hugo, lui qui voulait la souscription universelle, ne comprend pas les moqueries dont Nadar fait l'objet et depuis son exil vole au secours de Nadar et rejoint le clan de ceux artistes, écrivains, qui voient plus juste dans cette question de la locomotion aérienne que les esprits officiels du temps. La lettre est très longue, je ne vous en cite que quelques lignes. On vous a accusé de chercher le bruit. J'ai dans l'idée que vous cherchez la gloire. Vous pourriez bien la trouver. Chercher le bruit, c'est la vieille accusation du silence contre la parole, de la surdité contre le verbe, de la castration contre la fécondité, de la nullité contre la création, de l'envie contre le chef-d'œuvre. Grâce au vacarme qu'a fait le géant, le problème est à cette heure admirablement posé, la solution approche évidemment. La navigation aérienne est mise par vous en demeure de se décider entre deux procédés, l'ancien navire, le ballon, le nouveau navire, l'hélicoptère. C'est évidemment une lettre qui peut consoler, surtout quand elle circule très largement. Et Jules Verne, lui aussi, a à cœur de rendre hommage à son extravagant ami, et il le fait en le transformant en un personnage tant de la Terre à la Lune, puis autour de la Lune, et puis Robur le Conquérant. Et ce personnage de grande stature, à la moustache imposante, au chapeau haute forme qui nous rappelle quelque chose, c'est Michel Ardan, l'un des personnages les plus importants de l'aventure lunaire vernienne. Évidemment, Ardan est un anagramme de Nadar. Et on le retrouvera dans Robur le Conquérant, un roman plus tardif de Jules Verne, qui reprend, et on a l'impression que c'est sur un mode science-fictionnel, qui reprend un certain nombre des théories et des intuitions de Nadar. Bien sûr, l'engin aérien décrit dans Robur le Conquérant ne ressemble pas à nos avions, mais certains de ces principes de locomotion sont tout à fait justes. Alors, s'il a dit adieu au ballon, Nadar, on se souvient quand même de leur usage pendant le siège de Paris en 1870. Il a maintenant 50 ans, la pratique de la photographie est devenue assez secondaire pour lui. Et pendant le siège de Paris, il se met à disposition des Parisiens à Montmartre et organise le service du courrier et permet à Gambetta de s'échapper de Paris à travers le ballon. Les aérostiers, Nadar, d'Artois et Duroff, une autre aventure, un autre moment de grandeur, mais toutes ces actions d'éclat de Nadar sont tellement séparées, tellement distinctes que quand on le reconnaît dans un de ces mondes, on établit rarement le rapport avec les autres.
tout comme on créditera rarement Nadar d'être le premier à avoir fait entrer la photographie au salon, et on le créditera plus rarement encore d'avoir organisé chez lui, dans son ancien atelier de photographie du boulevard des Capucines, la première exposition des impressionnistes, celle où le mot même d'impressionnisme sera inventé. Ce sont tant de facettes distinctes, tant de moments, tant de choses faites, non pas pour la navigation aérienne, mais pour d'autres domaines, faites avec une forme de légèreté qu'on oublie l'importance de cette diversité, qu'on ne parvient pas à recoller le Nadar de tous ces moments. Il vieillit, sa femme est victime d'une attaque d'hémiplégie. À ce moment-là, le mari volage devient un mari exemplaire, se rapproche d'elle et réalise une série de portraits admirables où quelque chose de la fragilité de cette femme se laisse voir sans se dire tout à fait. Et cette photographie sera utilisée par Roland Barthes dans son livre sur la photo, La chambre claire, pour remplacer le portrait de sa propre mère. Il dira en légende de cette image quel est, à votre avis, le plus grand photographe du monde, Nadar. Mais surtout, il aura ce mot très beau en évoquant cette photographie, Nadar faisant de sa mère ou de sa femme, on ne sait, l'un des plus beaux portraits du monde. Et je vous invite à lire ou relire ces pages magnifiques, évidemment toute l'ambiguïté qui est plutôt celle de Barthes, qui lui était profondément lié à sa mère et au deuil de sa mère au moment où il écrit ces pages. Et ce portrait, effectivement, a une puissance, une force. C'est un des portraits tardifs qui nous montre à quel point l'art de Nadar se réveille quand le contact est là, quand l'intimité est là, et s'endort dès que la standardisation le guette. Nadar continue à avoir des intuitions diverses, parfois comme des blagues, et certaines de ces blagues se révèlent sérieuses. Dès 1856, il a dit « Tout est donc possible à présent, et je ne doute pas le moins du monde qu'un inventeur ne présente par exemple demain à l'Académie des sciences quelque chose comme un daguerréotype acoustique, reproduisant fidèlement et à volonté tous les sons soumis à son objectivité. N'avez-vous pas, comme moi, rêvé souvent à cet instrument dont le besoin se fait si généralement sentir ?» C'est une blague, mais une blague promise à un bel avenir. On est encore bien avant Edison, bien avant Charles Cros, son malheureux compétiteur. Mais fixer le son est devenu un objectif plus accessible en 1886, lorsque Nadar réalise son dernier chef-d'œuvre photographique, la première interview photographique, qui devait être sonore en même temps que visuel, en tout cas qui devait fixer le son en même temps, et qui revisite le temps et l'histoire et les arts et les sciences de manière tout à fait inattendue. Il s'agit en effet, en 1886, de réaliser un portrait d'un nouveau type, d'un centenaire. Michel Eugène Chevreul. Le titre de la séquence, c'est « L'art de vivre 100 ans ». Voici Chevreul un peu plus jeune, et je fais une petite parenthèse sur ce personnage de scientifique que Nadar avait déjà croisé plusieurs fois, et qui est l'auteur d'une théorie très importante, entre autres découvertes, sur les couleurs, sur la découverte de la loi des contrastes de couleurs qu'il fixe le premier, la perception différente des couleurs suivant les juxtapositions qui s'établissent, qui sera l'une des sources du travail de beaucoup de peintres, mais notamment du pointillisme de Seurat, né profondément en écho à la théorie de Chevreul. Donc voilà donc le très singulier personnage qui, non pas en tant que scientifique et inventeur, mais simplement en tant que centenaire, est interrogé, interviewé par Nadar et son fils Paul. C'est leur première réalisation commune. Ça apparaît donc dans la presse. Ce sont des images légendées. On peut dire que c'est l'ancêtre du récit photographique, du roman photo. C'est un travail évidemment tout à fait différent de la photographie séquentielle de Muybridge, différent de la manière dont Étienne Jules Marais parvient à contracter en une seule image différents moments. Mais il est très émouvant que cette fixation de l'instantané, d'un instantané enfin possible, se fasse pour célébrer un centenaire.
On le voit là, dans la diversité de ses attitudes. On voit que Nadar cherche la forme, écriture manuscrite ou écriture typographique pour le journal. Mais surtout, cette volonté qu'il y avait à ce moment-là, bien avant le cinéma et au moment où les techniques de fixation du son sont à peine là, cette volonté qu'il y avait de fixer le son en même temps. Il y avait, à côté de Chevreul, on le devine dans l'image, un petit appareil, comme il y en a un à côté de moi, qui devait fixer le son, mais qui fonctionna un peu moins bien. Cette collaboration de Nadar et de son fils Paul, que nous voyons ici, à l'âge mûr, aurait pu ouvrir la voie à une transformation de l'atelier, mais il va y avoir deux conceptions de la vie, deux conceptions du monde, et surtout deux conceptions de l'art photographique, qui vont conduire Félix, dès que Paul s'empare de l'atelier, à s'en éloigner, à prendre ses distances, et à avoir des rapports presque aussi conflictuels avec Paul que ceux qu'il avait eus autrefois avec le malheureux Adrien. Et c'est le moment de dire que quand on parle de Nadar et des métamorphoses de Nadar, il en est une que l'on évoque un peu trop facilement. C'est quand on mêle sous un même nom le monde de Nadar, la photographie de Nadar, Nadar photographe, et Barthes lui-même dans la Chambre claire commet la confusion, quand on mêle les deux œuvres si distinctes de Félix dans les années 1850 et de Paul dans les années 1890, 1900 et 1910. D'un côté, on est dans un monde qui est celui de Baudelaire et presque de Balzac, de l'autre, on est dans un monde qui deviendra celui de Proust, mais l'art photographique de l'un et de l'autre n'a pratiquement aucun rapport. Et donc, vouloir analyser l'œuvre de Nadar comme si elle était une, en ne distinguant pas Nadar père et Nadar fils, conduit à des absurdités et à diluer l'image et le talent de Nadar. Paul arrive à un moment où la photographie s'est vraiment démocratisée, où la photographie amateur se développe. Il crée la revue Paris Photographe, à la couverture étrangement dessinée, pour populariser cet art, pour apprendre à chacun à réaliser des images. Et lui voit défiler dans son atelier toutes les figures du temps, figures nobles, figures bourgeoises, figures plus modestes. Les temps de pose sont maintenant extrêmement réduits, mais on devine, dès la première image que l'on voit, que l'esthétique de Paul Nadar est d'un tout autre ordre. Les fonds uniformes de Félix cèdent la place à des fonds peints, à une illusion de mise en scène avec des accessoires. On est ici dans un jardin ou à la lisière d'une forêt pour photographier Gabriel Fauré. On est parfois sobre en photographiant les femmes du monde, mais les robes et les accessoires prennent quelquefois le pas sur le visage, et puis d'autres fois on bascule dans le kitsch. Alors bien sûr on pourrait voir dans le travail de Paul Nadar comme une préfiguration de celui d'artistes comme Pierre et Gilles par exemple, mais il ne me semble pas que la dimension d'ironie soit très présente. Il s'agit plutôt de répondre au goût d'une clientèle qui veut associer à la photographie un certain nombre de traits de la peinture, mais ce sont des traits d'une peinture anecdotique, d'une peinture justement que la photographie a contribué à faire disparaître, là où Félix, quand il s'approchait de la photographie, il cherchait tout autre chose, il cherchait justement la disparition de l'accessoire. Ces photographies souvent reproduites, souvent exposées, sont une description remarquable de la société 1900 et à ce titre-là sont passionnantes. Mais les confondre avec l'art de Paul Nadar, de Félix Nadar, c'est évidemment une absurdité, car ce qui disparaît tout à fait ici derrière le costume et le décor autour de l'explorateur Savorian de Brazza, ce qui disparaît tout à fait, c'est la présence du modèle, c'est son regard, c'est sa personnalité. Ici, l'accessoire est devenu le sujet, dans tous les sens du terme. Ça n'empêche pas ces images d'être quelquefois pleines de charme. Et puis, Paul Nadar a eu la chance ou le talent de photographier Proust adolescent. Et
Proust, en écrivant La Recherche, aimait s'entourer de photographies très nombreuses et réclamait notamment des images, des portraits faits par Paul Nadar, des duchesses et des comtesses qu'il ne pouvait approcher aussi souvent qu'il le voulait, comme la comtesse de Grefful, à laquelle une exposition a été consacrée récemment au musée Galliera. Et Proust pleurait pour avoir des images et établir cette description à partir de ce très riche réservoir d'images. Pendant ce temps, Nadar, dont les finances ont des hauts et des bas, et de plus en plus de bas et de moins en moins de hauts, est reparti à Marseille, où il a ouvert un tout petit atelier modeste, mais sa signature permet quand même en province d'attirer quelques noms, et le voilà avec quelques-uns de ses amis, dont sur la droite, le visage coupé, Auguste Lumière. Oui, c'est bien ça. Antoine Lumière, le père d'Auguste et de Louis, Antoine Lumière, qui avait réalisé son enseigne, boulevard des Capucines, bien des années auparavant. Dans ces dernières années difficiles de Nadar, dans ces années peu actives artistiquement, mais où il écrit par exemple ses souvenirs quand j'étais étudiant, quand j'étais photographe, et où il commence à attirer l'attention d'un certain nombre de critiques à cause de tous ceux qu'il a connus. Il écrit sur Baudelaire, il écrit sur les pionniers de la photographie. Mais Nadar surtout s'intéresse à quelque chose qui est en train de se passer autour de lui et qui le ravit et qui l'enchante. Et ce qui l'enchante, c'est que le plus lourd que l'air, qui était apparu si longtemps comme une fantaisie, une bêtise, une imagination d'artiste, est en train de prendre consistance. Étienne Jules Marais, longtemps est venu voir Nadar. Marais, professeur au Collège de France, interrogeant Nadar sur les découvertes qu'il a faites, s'intéressant au vol des oiseaux, au vol de la chauve-souris, aussi dans l'idée que cela pourra servir à faire progresser la navigation aérienne. Et puis Clément Ader surtout. Ader qui entreprend en bricoleur, vaille que vaille, des recherches, et qui vient voir Nadar et parler avec lui et lui montrer ses esquisses et ses modèles, et qui est encouragé par Nadar et qui l'encourage en même temps. On sait qu'on se dispute toujours, et on se disputera peut-être encore pendant des siècles, pour savoir si l'avion 3 d'Ader a véritablement volé ou s'il a simplement fait quelques petits sauts sur la piste. Le vol n'a pas été homologué, n'a pas été enregistré. L'armée qui finançait les recherches voulait les garder secrètes. Et donc, l'avion d'Ader, si beau et si sublime soit-il, qu'on peut observer aujourd'hui dans l'escalier du musée des Arts et Métiers, l'avion d'Ader est considéré, oui, comme le premier avion en un sens, ne serait-ce que par son nom, inspiré de l'oiseau, mais en même temps, la gloire n'est pas entièrement chez lui. Mais ça y est, la chose est lancée. De tous côtés, aux États-Unis comme en France, on travaille maintenant à l'idée de l'avion, et Nadar est extrêmement vieux. 1908, il a déjà 88 ans. Mais il suit tout cela avec une attention extrême, et lorsque Blériot s'apprête à traverser la Manche, exploit sans précédent, Nadar, qui vient de perdre sa femme, Nadar, dont les moyens sont vraiment désormais très réduits, Nadar suit la chose absolument passionnément, se fait informer immédiatement, et juste après l'exploit, envoie ce télégramme sublime: « Reconnaissance émue pour la joie dont votre triomphe vient de combler l'antédiluvien du plus lourd que l'air, avant que ses 89 ans soient sous terre. » Et effectivement, il ne vivra plus que quelques mois, mais cette extraordinaire ironie du destin que sa longévité a favorisée fait que lui, le rêveur, lui, l'incapable, lui, qui était technicien davantage pour la photographie que pour la locomotion aérienne, avait raison contre tous ceux de son temps, et peut-être
au moment de disparaître, a-t-il eu le sentiment que c'était cela son grand œuvre secret? Les portraits qu'il avait faits autrefois, il les avait oubliés, dispersés, beaucoup de plaques avaient disparu ou s'étaient abîmées. Et il faudra que, pendant les années qui suivent, 1910, Paul, qui s'était si longtemps opposé à lui, commence à retrouver les plaques, à refaire des tirages, à défendre infailliblement l'œuvre de son père, pour que peu à peu, elle entre pleinement dans l'histoire de la photographie et que de cette vie aventureuse et dispersée, il reste ce legs sublime des portraits de tous ceux que nous rêvons de voir, de connaître, et que la photographie a réussi à fixer encore mieux que la peinture de cette époque qui avait suivi d'autres voies. Merci.